Le feu crépitait avec une violence inouïe, dévorant le bois sec de la maison avec une faim insatiable. Les flammes dansaient dans la nuit noire, projetant des ombres monstrueuses sur les visages horrifiés des badauds. L'odeur âcre de la fumée s'infiltrait partout, brûlant les poumons et faisant pleurer les yeux. Au milieu de ce chaos infernal, une jeune femme regardait son monde s'effondrer pour la énième fois. Elle possédait un pouvoir capable de repousser la mort, un don céleste qui défiait les lois fondamentales de la médecine. Pourtant, face à ce brasier destructeur, elle était d'une impuissance tragique. Son nom était Élise, et son existence n'avait été qu'une longue succession de miracles incroyables et de malédictions terrifiantes. Mais le véritable test de sa vie l'attendait bien plus tard, loin de ses cendres fumantes, dans une chambre sombre, où un jeune héritier refusait de marcher. Préparez-vous à plonger dans une histoire cinématographique poignante où le plus grand des sacrifices pourrait bien être la seule clé de la liberté. Depuis sa naissance dans un village isolé des montagnes d'Auvergne, Élise n'avait jamais été une enfant ordinaire. Elle voyait ce que les autres ignoraient complètement. Elle percevait les auras scintillantes des êtres vivants, les filaments d'énergie qui reliaient les âmes, et la couleur sombre et visqueuse de la maladie. Élevée par sa grand-mère Odette, une guérisseuse respectée mais crainte, elle avait appris à canaliser cette force mystique. Mais la cruauté des hommes et la peur viscérale de l'inconnu l'avaient violemment arrachée à son havre de paix forestier. Ballottée d'un orphelinat lugubre des Vosges à une vie de fugitive sur la côte atlantique, Élise avait traversé les pires épreuves imaginables. Chaque miracle qu'elle accomplissait semblait exiger un lourd tribut de sang, de sueur et de larmes. Après avoir perdu sa seule véritable famille d'adoption dans un incendie tragique, elle s'était retrouvée injustement jetée derrière les barreaux d'une prison glaciale. C'est dans cette obscurité carcérale qu'elle fit la rencontre qui allait bouleverser son destin à tout jamais. Une rencontre déterminante qui la pousserait à affronter les fantômes de son propre passé et à défier les ténèbres qui rongeaient une puissante famille de la bourgeoisie bordelaise. Les murs glacés de la prison de Rouen suintaient d'une humidité perpétuelle et nauséabonde. Dehors, une pluie battante frappait sans relâche contre les barreaux rouillés de la petite fenêtre, créant un rythme monotone et lugubre. Élise restait assise dans la pénombre, les genoux ramenés contre sa poitrine pour conserver le peu de chaleur que lui offrait sa couverture râpeuse. L'odeur agressive de l'eau de Javel se mélangeait à l'effluve rance du désespoir qui imprégnait chaque cellule de cet établissement pénitentiaire de haute sécurité. Depuis son incarcération, elle avait appris à se fondre dans le décor grisâtre, à devenir une ombre silencieuse parmi les ombres brisées. Mais, ce soir-là, le silence pesant fut violemment déchiré par une quinte de toux terrifiante. Isabelle, sa compagne de cellule, se tordait de douleur sur son fin matelas jauni. La maladie rongeait ses poumons avec une férocité implacable et monstrueuse. La tuberculose ne lui laissait absolument aucune chance de survie dans cet environnement insalubre. Élise s'approcha doucement, posant un regard empreint d'une profonde compassion sur cette femme détruite par la vie et la culpabilité. La faible lumière orangée du couloir dessinait les contours cadavériques du visage d'Isabelle. Chaque respiration était un combat épuisant, un râle d'agonie qui déchirait le silence nocturne. Élise savait pertinemment qu'elle ne pouvait pas la guérir. Son don prodigieux, autrefois si puissant, semblait complètement paralysé par l'énergie sombre et malfaisante de ce lieu de souffrance absolue. Isabelle ouvrit lentement ses yeux caves, cherchant désespérément le regard bienveillant de la jeune femme. Isabelle tendit une main tremblante et squelettique vers Élise. Ses doigts glacés s'agrippèrent aux poignets de la jeune guérisseuse avec l'énergie du désespoir. La mourante commença à parler d'une voix hachée, crachant presque chaque mot avec une difficulté extrême. Elle raconta sa vie de luxe et de décadence aux côtés d'Alexandre de Montfort, un riche constructeur naval de la région bordelaise. Elle confessa ses trahisons ignobles, ses dépendances destructrices et la manière cruelle dont elle avait ruiné l'empire de son mari. Les larmes coulaient sur ses joues creusées, traçant des sillons brillants dans la pénombre de la cellule. Elle expliqua comment sa descente aux enfers avait détruit la vie de son unique enfant, Maxime.
Le garçon, traumatisé par la chute vertigineuse de sa mère et son incarcération, avait sombré dans une paralysie psychogène incurable. Ses jambes refusaient de le porter, comme si son âme elle-même refusait d'avancer dans un monde si cruel. Isabelle pleurait, non pas sur son propre sort tragique, mais sur celui de ce fils qu'elle avait lâchement abandonné. L'air de la cellule devenait lourd, saturé par la douleur brute et les remords cuisants de cette mère indigne. Élise écoutait en silence, sentant le cœur d'Isabelle battre de plus en plus faiblement sous sa poitrine décharnée. La tristesse l'envahissait totalement. Dans un ultime effort surhumain, Isabelle glissa une enveloppe froissée et tachée sous le coussin de sa compagne. C'était une lettre destinée à Alexandre, une confession finale accompagnée d'une supplique déchirante. Isabelle fixa Élise avec une intensité insoutenable, ses yeux fiévreux brillant d'une lueur fanatique. Elle la supplia d'utiliser son don pour sauver Maxime. Elle implora la jeune femme d'aller trouver son mari et de réparer les dégâts irréversibles qu'elle avait causés. Élise sentit l'aura d'Isabelle vaciller dangereusement, passant d'un gris terne à un noir insondable. La mort rôdait dans la pièce, palpable et froide. Sans hésiter une seule seconde, Élise serra la main de la mourante et murmura une promesse solennelle. Elle irait trouver ce garçon et ferait tout son possible pour le remettre sur pied. Un faible sourire étira les lèvres gercées d'Isabelle. Quelques jours plus tard, la prisonnière rendit son dernier soupir dans un silence assourdissant. Le lendemain matin, les lourdes portes métalliques de la prison s'ouvrirent dans un grincement sinistre. Élise fut libérée pour bonne conduite, jetée dans les rues froides et pluvieuses de la ville. Elle ne possédait rien à part ses vêtements usés et cette lettre froissée cachée au fond de sa poche. Son véritable voyage ne faisait que commencer. Le trajet jusqu'à la région de Bordeaux fut épuisant et interminable. Élise voyagea de nuit, bercée par le ronronnement mécanique d'un vieux train régional. Les paysages défilaient par la fenêtre, noyés dans une brume matinale épaisse et mystérieuse. Lorsqu'elle arriva enfin devant le majestueux domaine des Montfort, le ciel était chargé de lourds nuages gris menaçant d'éclater à tout moment. D'immenses grilles en fer forgé, envahies par un lierre sauvage et épineux, bloquaient l'accès à la propriété. Au bout d'une longue allée, bordée de chênes centenaires, se dressait un manoir en pierre de taille, ressemblant à une forteresse impénétrable. L'atmosphère du lieu était oppressante, silencieuse, presque mortuaire. Un gardien bourru vêtu d'un imperméable sombre sortit de sa loge avec méfiance. Son regard scrutait Élise avec un dédain manifeste, jugeant immédiatement son allure misérable et ses chaussures couvertes de boue. Élise refusa de se laisser intimider par cette hostilité flagrante. Elle redressa les épaules, plongea la main dans sa poche humide et sortit la lettre d'Isabelle. Elle exigea de parler à M. de Montfort avec une assurance qui surprit le vieil homme. Le vent se leva soudainement, faisant bruisser les feuilles mortes dans un murmure fantomatique. Le gardien finit par céder et saisit son interphone avec une moue exaspérée. Quelques minutes plus tard, la lourde porte en chêne massif du manoir s'ouvrit lentement. Un homme grand et d'une élégance naturelle apparut sur le perron, protégé par un vaste parapluie noir. Alexandre de Montfort portait les stigmates d'une souffrance prolongée. Ses traits étaient tirés, ses cheveux grisonnants au niveau des tempes, et ses yeux reflétaient une amertume profonde. Il s'approcha de la grille d'un pas mesuré, étudiant la jeune intruse avec une froideur analytique. Le gardien lui tendit la lettre froissée à travers les barreaux métalliques. Alexandre reconnut immédiatement l'écriture chaotique de son ex-femme. Ses mains se mirent à trembler imperceptiblement. Il déchira l'enveloppe et parcourut les lignes fiévreuses sous la pluie battante. Son visage se figea, tiraillé entre une colère sourde et un chagrin indicible. Isabelle lui annonçait sa mort imminente et lui demandait d'accorder sa confiance à cette inconnue miséreuse. Alexandre leva les yeux vers Élise, son regard transperçant l'âme de la jeune femme. Il était un homme de science, un ingénieur rationnel qui ne croyait ni aux miracles ni aux guérisseuses de pacotille. Pourtant,
Le désespoir l'avait vidé de toutes ses certitudes. Il avait consulté les meilleurs spécialistes du monde entier, sans aucun succès. Il fit un signe imperceptible au gardien. La grille s'ouvrit dans un grincement mécanique. L'intérieur du manoir était aussi vaste qu'intimidant. Une odeur prononcée de cire d'abeille, de vieux parquet et de mélancolie flottait dans l'air immobile. De lourds rideaux de velours bordeaux filtraient la faible lumière du jour, plongeant les immenses pièces dans une pénombre perpétuelle. Des toiles de maître tapissaient les murs, mais aucun éclat de joie ne venait réchauffer cette demeure figée dans le temps. Alexandre guida Élise à travers les couloirs interminables, ses pas résonnant lugubrement sur le marbre froid. Il s'arrêta brusquement devant une double porte en bois sombre. D'une voix grave et rocailleuse, il posa ses conditions avec une fermeté absolue. Élise n'était pas une invitée de marque. Elle n'était qu'une ultime tentative désespérée, une folie acceptée par un père à l'agonie. Il exigeait une transparence totale et se réservait le droit de la chasser à la moindre incartade. Le domaine était surveillé par un réseau de caméras de sécurité sophistiquées. Si elle tentait de manipuler son fils ou de profiter de sa vulnérabilité, il la détruirait sans la moindre hésitation. Élise accepta ces menaces avec une tranquillité déconcertante. Elle ne cherchait ni la gloire ni l'argent. Elle était simplement là pour honorer une dette morale envers une morte. Alexandre posa sa main sur la poignée en laiton doré. La chambre de Maxime ressemblait davantage à une unité de soins intensifs qu'à une chambre d'adolescent. L'air était saturé par l'odeur chimique des désinfectants et des médicaments puissants. Des moniteurs médicaux clignotaient silencieusement dans un coin, diffusant une lueur verdâtre et inquiétante. Au centre de la pièce trônait un lit médicalisé imposant. Sur ce lit reposait Maxime. Le jeune homme était d'une maigreur effrayante, ses joues creusées par des années d'immobilité forcée. Son regard était vide, fixé de manière obsessionnelle sur le plafond orné de moulures complexes. Il tenait un livre épais entre ses mains fragiles, mais ne semblait pas en lire une seule ligne. Son corps entier dégageait une aura de renoncement total, une couleur gris cendré qui glaça le sang d'Élise. Le père annonça d'une voix douce la présence de la guérisseuse. Maxime ne tourna même pas la tête, ignorant superbement l'intrusion. Le silence était d'une lourdeur écrasante, seulement troublé par le souffle régulier de la respiration du malade. Élise avança lentement vers le pied du lit. Ses sens étaient en alerte maximale, percevant la barrière psychologique massive que le jeune homme avait érigée autour de lui. Elle sentait le froid glacial de son désespoir s'infiltrer sous sa propre peau. Elle prit une profonde inspiration. Élise fit un pas supplémentaire et se plaça dans le champ de vision périphérique du malade. C'est à cet instant précis que la magie du destin opéra. Maxime baissa très lentement les yeux et accrocha le regard émeraude de la jeune femme. Une décharge électrique invisible traversa soudainement la pièce luxueuse. L'expression apathique du jeune homme se brisa en 1000 éclats. Ses pupilles se dilatèrent. Son souffle se bloqua net dans sa gorge nouée. Une étincelle de reconnaissance fulgurante venait de s'allumer dans le néant de ses yeux. Élise, elle aussi, fut frappée par une réminiscence violente. Le visage émacié de ce garçon se superposait parfaitement à un souvenir enfoui très loin dans sa mémoire traumatisée. Les traits d'un enfant terrifié, emmitouflés dans d'épaisses couvertures, apparurent clairement dans son esprit. Des années auparavant, dans les forêts profondes et sauvages d'Auvergne, un père désespéré avait amené son fils malade dans une petite cabane en rondins. Ce père, c'était Alexandre, avec quelques rides en moins et une barbe naissante. Cet enfant fragile, c'était Maxime. Le monde d'Élise vacilla dangereusement. Le destin avait bouclé une boucle vertigineuse, rattachant les fils brisés de son passé à ce présent lugubre. La jeune femme sentit son cœur battre à tout rompre. Un torrent de souvenirs engloutit l'esprit d'Élise, la ramenant inexorablement vers le petit village oublié de Valperdu. Elle revoyait la forêt millénaire, dense, vibrante et chargée de mystères ancestraux. L'odeur piquante de la sève de pin, l'humidité de la mousse verte et le chant envoûtant des oiseaux sauvages inondaient sa mémoire.
dans cette modeste cabane de rondins, grand-mère Odette s'affairait autour d'un grand chaudron en cuivre, préparant des décoctions aux herbes amères. La jeune Élise, alors âgée d'à peine 8 ans, observait la scène depuis un coin sombre. Elle se souvenait parfaitement de l'arrivée brutale de cet homme riche et de son petit garçon pâle comme un fantôme. Maxime grelottait de fièvre ses grands yeux bruns, implorant une aide silencieuse. Élise avait ressenti une peine immense face à la vulnérabilité de cet enfant. Elle percevait déjà, à l'époque, les sombres filaments de la maladie qui enserraient le corps frêle du garçon. Alexandre, rongé par l'angoisse paternelle, avait supplié la vieille femme d'utiliser sa magie forestière. L'atmosphère de la cabane était saturée de peur, d'attente et de prières muettes. Ce moment précis avait été le premier véritable choc émotionnel de la jeune Élise face à la cruauté implacable de la souffrance humaine. Grand-mère Odette avait refusé catégoriquement les liasses de billets tendues par le père désespéré. Son visage buriné par les rudes hivers auvergnats exprimait une sagesse inébranlable. Elle savait pertinemment que le mal qui rongeait l'enfant ne venait pas de la chair mortelle, mais d'une ombre obscure tapie dans son environnement familial. Élise se rappelait la chaleur rassurante de la main rugueuse de sa grand-mère lorsqu'elle l'avait éloignée du malade. Odette était son bouclier, sa protectrice absolue contre un monde extérieur jugé laid et brutal. La vieille guérisseuse communiquait avec les esprits de la forêt, lisant les signes cachés dans le murmure du vent et le craquement des branches. Elle avait refusé de soigner l'enfant, affirmant que le destin de ce garçon devait s'accomplir par d'autres voies bien plus sombres. Le père était reparti dans la nuit froide, emportant son fils dans la pénombre des bois. Ce refus avait profondément troublé la jeune Élise. Elle n'avait pas compris pourquoi sa grand-mère, d'ordinaire si généreuse, avait tourné le dos à cet enfant souffrant. Ce souvenir résonnait aujourd'hui comme une prophétie macabre. Odette savait que leur chemin était voué à se croiser de nouveau, des années plus tard, dans des circonstances beaucoup plus tragiques. La nostalgie de Valperdu fit rapidement place à l'horreur absolue de la nuit fatidique. Les souvenirs d'Élise basculèrent dans un cauchemar éveillé. Les villageois ignorants, rongés par la jalousie et galvanisés par l'alcool fort, avaient organisé une véritable chasse aux sorcières. Le parfum délicat de la forêt avait été brutalement remplacé par l'odeur étouffante de la fumée noire et de la haine pure. Les hommes avançaient dans la nuit, armés de fusils de chasse et de torches enflammées, hurlant des menaces de mort. Odette s'était dressée devant la porte de la cabane, majestueuse et terrifiante dans sa dignité silencieuse. Élise, cachée sous le vieux lit en bois, tremblait de tous ses membres. Les hurlements de la meute humaine résonnaient comme une condamnation sans appel. Puis l'impensable s'était produit. Une lumière aveuglante, d'une intensité insoutenable, avait jailli du corps de la vieille guérisseuse. Un grondement sourd avait fait trembler la terre. Lorsque la lumière s'était dissipée, les villageois avaient fui en hurlant de terreur. Mais Odette n'était plus là. Elle s'était volatilisée dans un souffle mystique, laissant sa petite fille seule et démunie face à un monde infiniment hostile. Ce traumatisme profond avait scellé le destin tragique d'Élise pour toujours. Après la tragédie, Élise avait été arrachée à ses montagnes natales pour être jetée dans l'enfer froid du foyer de l'Espérance. L'orphelinat, perdu au milieu des sombres forêts des Vosges, ressemblait à une bâtisse hantée. Les murs de briques rouges transpiraient la moisissure, et les couloirs glacés empestaient en permanence le chou bouilli et la tristesse résignée. Dans ce microcosme brutal, Élise était la paria ultime. Son mutisme effrayait les autres enfants, et son comportement étrange attirait les brimades les plus cruelles. Ses compagnes de dortoir la harcelaient quotidiennement, la considérant comme une attardée mentale. Élise se repliait sur elle-même, étouffant son don merveilleux sous une épaisse carapace d'indifférence. Elle fuyait les regards, rasait les murs et pleurait en silence sous ses couvertures élimées. La magie de la nature lui manquait cruellement. Ici, aucune fée, aucun esprit bienveillant ne venait apaiser ces nuits cauchemardesques. Elle n'était qu'un numéro de plus dans les registres poussiéreux de l'administration publique. Son cœur s'endurcissait, jour après jour, se recouvrant d'une couche de givre protecteur.
La solitude était sa seule amie fidèle dans cet univers régi par la loi du plus fort. Son seul véritable refuge dans cet enfer carcéral était la chaufferie de l'établissement, une vaste cave sombre, étouffante, dominée par un monstrueux fourneau à charbon, crachant des flammes orangées. C'est dans ce repaire brûlant qu'elle fit la connaissance de Gaspard. L'homme de ménage et chauffagiste de l'orphelinat était un géant à l'allure terrifiante. Son visage était barré par une cicatrice hideuse héritée d'un lourd passé militaire, et son œil unique brillait d'une tristesse insondable. Les autres enfants fuyaient ce monstre silencieux avec effroi, mais Élise percevait au-delà des apparences trompeuses. Elle voyait l'aura de Gaspard, une lumière douce et mélancolique, écrasée par le poids d'un chagrin immense. Un soir d'hiver glacial, alors qu'elle s'était réfugiée près des flammes réconfortantes, le géant lui avait offert un simple sourire édenté. Une amitié silencieuse et puissante était née entre ces deux âmes brisées. Gaspard finit par lui confier son secret le plus lourd. Il parcourait les orphelinats du pays à la recherche de sa propre fille, arrachée à son foyer des années auparavant, à la suite d'une terrible dépression de son épouse. Gaspard était un père désespéré, condamné à errer dans les bas-fonds de la société pour retrouver sa raison de vivre. Le miracle qui scella leur amitié se produisit lors d'une nuit de tempête mémorable. Gaspard avait découvert un jeune chiot mutilé près des bennes à ordures du bâtiment. L'animal, baptisé Filou, avait les pattes arrière complètement paralysées. Le géant borgne tentait désespérément de soigner le pauvre animal avec des onguents de fortune. Élise, touchée par la détresse de Filou, sentit son don se réveiller avec une force incontrôlable. Dans la lueur vacillante du fourneau, elle posa délicatement ses mains pures sur l'échine tremblante du chien. Une chaleur dorée, presque liquide, jaillit de ses paumes et se déversa dans le corps brisé de l'animal. Elle ferma les yeux, canalisant l'énergie vitale de l'univers pour réparer les nerfs sectionnés. Quelques minutes plus tard, Filou poussa un jappement joyeux et se dressa maladroitement sur ses quatre pattes. Gaspard laissa échapper un sanglot rauque, tombant à genoux devant ce miracle vivant. Il comprit instantanément la nature divine de la petite fille. Ce moment de grâce absolue fut pourtant le déclencheur d'une nouvelle descente aux enfers. Le secret de la guérison de Filou finit par s'ébruiter dans les couloirs du foyer, attirant l'attention cupide des adultes en charge de l'institution. La directrice de l'orphelinat, aveuglée par l'appât du gain, vit en Élise une opportunité inespérée de sauver les finances désastreuses de l'établissement. Contre la volonté de la fillette, une véritable machination médiatique fut mise en place. Élise fut arrachée à sa chaufferie réconfortante et traînée jusqu'aux immenses studios de télévision parisiens. Le contraste fut d'une violence inouïe. La métropole bruyante, polluée et frénétique agressait cruellement ses sens affinés. Sur le plateau de tournage surchauffé, les projecteurs aveuglants la figeaient de terreur. Le public, rassemblé comme pour assister à un spectacle de foire, ricanait bêtement en attendant le miracle promis. L'odeur rance du maquillage bon marché et de la transpiration nerveuse saturait l'air climatisé. On posa devant elle un animal mourant, exigeant qu'elle fasse étalage de son pouvoir divin devant les caméras avides. Élise ressentit une panique indescriptible. Le monde superficiel du show-business absorbait son énergie vitale, la siphonnant jusqu'à la dernière goutte. La pureté de son don était souillée par cette exhibition vulgaire. Elle ne pouvait pas opérer sous la contrainte cruelle de la curiosité morbide. Le piège de la célébrité se refermait sur elle avec une froideur mécanique. Sous la pression écrasante des projecteurs et des regards moqueurs, le fil fragile qui reliait Élise à son pouvoir spirituel se rompit net. Une sensation de vide absolu la frappa en plein cœur, comme si on venait d'arracher violemment un organe de sa poitrine. Son âme astrale, son essence même, se déchira dans un silence intérieur assourdissant. Incapable de supporter la douleur émotionnelle, la fillette s'effondra sur le plateau en plein direct, victime de violents vomissements et d'un malaise profond. Le silence choqué du public céda la place à des ricanements déçus et des sifflets cruels. L'émission fut un fiasco total, une humiliation publique retransmise dans tout le pays.
Rapatriée honteusement à l'orphelinat, Élise n'était plus que l'ombre d'elle-même. Son don l'avait abandonnée, la laissant vide, affaiblie et plongée dans une grave dépression. Les adultes, furieux de ce retournement de situation, la rejetèrent sans la moindre pitié. Elle redevint la paria misérable de la chambre numéro 33. La moisissure des murs semblait ramper vers son lit pour l'étouffer. Gaspard, observant la descente aux enfers de son ami, prit une décision radicale. Il ne laisserait pas cette institution broyer la seule source de lumière de son existence. Une nuit de novembre glacial, alors que des trombes d'eau s'abattaient sur la région, Gaspard vint réveiller Élise. Il portait un lourd manteau de pluie et tenait Filou en laisse. Sans échanger le moindre mot, ils comprirent qu'il était temps de fuir. Fuyant l'enfer institutionnel, le trio insolite se lança dans un périple incertain à travers la France. Ils devinrent des vagabonds, marchant le long des routes départementales, dormant à la belle étoile ou dans des granges abandonnées. L'air pur de la campagne et la bienveillance silencieuse du géant commencèrent à refermer les blessures invisibles de la jeune fille. Au fil des mois et des saisons, ils descendirent vers le sud, fuyant la grisaille hivernale pour la chaleur réconfortante de la côte atlantique. Ce long voyage initiatique fut une véritable renaissance pour Élise. Loin des regards cupides et des attentes malsaines, elle retrouva progressivement son ancrage avec la terre. Son don, qu'elle croyait mort à jamais, bourgeonna de nouveau dans les profondeurs de son âme, plus puissant et plus affirmé qu'auparavant. Il ressemblait à la troupe joyeuse des musiciens de Brême, unis par la misère mais riches d'une liberté totale. Ils finirent par s'installer dans une petite bicoque battue par les vents, non loin du bassin d'Arcachon. La vie sur le littoral atlantique apporta un répit inespéré. Gaspard trouva des emplois précaires, travaillant comme manutentionnaire sur le port de pêche au rythme des marées. L'odeur du sel marin, le cri rauque des goélands et la chaleur du soleil du sud redonnèrent des couleurs aux joues creuses d'Élise. Devenue une belle et jeune adolescente, elle aidait leur logeuse, une femme âgée et acariâtre nommée Madame Louise, à soigner sa sœur atteinte de démence. C'est dans ce contexte modeste qu'Élise renoua secrètement avec la guérison. Ces séances clandestines permirent d'apaiser les souffrances locales, attirant discrètement des malades désespérés. Madame Louise, stupéfaite par ces miracles silencieux, s'improvisa manager de la jeune prodige, organisant un afflux croissant de patients. L'argent commença à rentrer, permettant au trio de vivre décemment. Gaspard, fatigué par les années de labeur physique, put enfin se reposer un peu. Mais ce bonheur idyllique était une illusion fragile. Élise sentait une ombre persistante grandir dans son aura. Elle savait, avec une certitude absolue, que cette tranquillité ne durerait pas. Le destin s'apprêtait à lui présenter une nouvelle facture, bien plus salée que toutes les précédentes réunies. La prémonition funeste d'Élise se matérialisa au cœur d'une nuit de septembre étouffante. Un client insatisfait, ou peut-être un jaloux aigri par le succès de leurs affaires, décida de se faire justice. Vers 3 heures du matin, une violente odeur d'essence envahit l'air salin. Quelques secondes plus tard, la maison de bois s'embrasa comme une simple boîte d'allumettes. Les flammes dévorèrent la bâtisse avec une rapidité foudroyante, bloquant les issues dans un mur de feu rugissant. Élise, profondément endormie et épuisée par une journée de soins intenses, ne remarqua rien. C'est Gaspard, réveillé en sursaut par la fumée toxique, qui défonça la porte de sa chambre. Le géant borgne souleva le corps inerte de la jeune fille et traversa le brasier infernal, bravant des températures extrêmes pour la jeter sur l'herbe humide du jardin. Reprenant ses esprits dans la confusion totale des sirènes de pompiers, Élise vit l'inimaginable. Gaspard, réalisant que Filou était resté prisonnier des flammes, plongea à nouveau dans la fournaise hurlante. La jeune femme hurla son nom à s'en déchirer les cordes vocales. Le toit de la bâtisse s'effondra dans un fracas épouvantable, projetant une gerbe d'étincelles vers le ciel étoilé. Le silence retomba, tragique et mortel. Le cauchemar ne faisait que commencer. La mort tragique de Gaspard et de Madame Louise dans cet incendie criminel détruisit instantanément l'univers d'Élise. Perdue, choquée,
elle fut rapidement prise en charge par les autorités policières. L'enquête révéla l'absence totale de documents d'identité légaux la concernant, ainsi que l'existence de son activité de guérison clandestine. La machine judiciaire s'emballa avec une froideur bureaucratique. Accusée d'exercice illégal de la médecine, de fraude et tenue pour indirectement responsable du drame, la jeune femme fut condamnée à 3 ans de réclusion criminelle. Le choc de la prison ferma à double tour la porte de son cœur. Elle se mura dans un silence apathique, persuadée que son don n'était qu'une malédiction infecte attirant la mort sur tous ceux qui osaient l'aimer. Dans sa cellule froide, elle errait mentalement dans des mondes parallèles, discutant avec les fantômes de grand-mère Odette et de Gaspard. La réalité n'était plus qu'une illusion floue et douloureuse. C'est précisément dans cet abîme de désespoir qu'elle croisa la route d'Isabelle, la mère fuyarde de Maxime. Cette rencontre carcérale redonnait soudain un sens cruel mais inévitable à toute sa trajectoire chaotique. Le son de la voix de Maxime ramena brutalement Élise à la réalité de la chambre luxueuse du manoir. Le jeune homme, le buste légèrement relevé par les commandes électriques de son lit, la regardait avec une intensité folle. « Je te reconnais, » murmura-t-il, sa voix éraillée par le manque d'usage. « La cabane dans la forêt, la petite fille qui me regardait dans le noir. » Alexandre de Montfort sursauta violemment, reculant d'un pas comme s'il venait de recevoir un coup de poing. Il dévisagea tour à tour la jeune guérisseuse et son fils infirme, incapable de formuler une phrase cohérente. Le hasard venait de lui exploser au visage avec une ironie mordante. Élise acquiesça lentement, un frisson glacial parcourant sa colonne vertébrale. « Oui, » répondit-elle d'une voix cristalline, « je me souviens de toi, et je me souviens de la promesse que j'ai faite à ta mère dans cette maudite cellule. » Entendre parler d'Isabelle provoqua un rictus de dégoût sur le visage d'Alexandre. Mais Maxime resta étonnamment calme. Une connexion invisible venait de s'établir entre les deux jeunes gens. Un pont de lumière tendu au-dessus d'un abîme de 18 années de souffrances ininterrompues. Élise s'assit prudemment sur le bord du grand lit. Le travail commença dans une atmosphère chargée d'électricité statique. Élise ferma les paupières et plaça doucement ses paumes ouvertes sur les jambes inertes de Maxime. Le contact fut un choc thermique. La peau du jeune homme était glacée, dépourvue de la moindre étincelle vitale. La guérisseuse plongea son esprit dans l'aura de son patient. Ce qu'elle y découvrit la fit frissonner de terreur. Le traumatisme lié à l'abandon de sa mère ne s'était pas simplement logé dans son esprit, il s'était matérialisé sous la forme d'un buisson d'épines noires et acérées, enroulé étroitement autour de sa colonne vertébrale énergétique. Ce n'était pas une lésion physique, c'était un refus catégorique de vivre. Le garçon s'était littéralement barricadé dans sa paralysie pour échapper à la cruauté du monde et à la vérité sur sa génitrice. Démêler cet écheveau de ténèbres nécessiterait une force titanesque. Chaque tentative d'Élise pour insuffler sa lumière dorée se heurtait à un mur de glace infranchissable. Au bout d'une heure de concentration extrême, elle retira ses mains, tremblantes et couvertes de sueur froide. Maxime n'avait rien ressenti. Le gardien de sécurité, observant la scène via les caméras, fronçait les sourcils derrière son écran de contrôle. Les jours suivants se transformèrent en une véritable guerre d'usure psychologique et spirituelle. Élise passait des heures assise au chevet du malade, alternant entre l'imposition des mains et de longues conversations murmurées. Elle lui décrivit avec une franchise brutale les derniers jours d'Isabelle dans l'enfer carcéral. Elle brossa le portrait sans concession d'une femme brisée, imparfaite et rongée par ses vices, mais qui, à l'aube de la mort, n'avait pensé qu'à son fils. Maxime résistait farouchement. Son visage se contractait de colère et de douleur à chaque évocation de cette mère indigne. Les moniteurs cardiaques s'affolaient régulièrement, forçant Alexandre à intervenir avec une angoisse palpable. Le père voyait son fils souffrir émotionnellement sans qu'aucune amélioration physique ne se dessine. L'impatience rongeait l'aristocrate. L'ambiance du manoir devenait électrique, saturée par le doute et la frustration. Élise sentait ses propres réserves d'énergie fondre comme neige au soleil. Elle puisait dans ses souvenirs heureux, dans le sourire édenté de Gaspard et la sagesse d'Odette pour maintenir son bouclier de lumière actif. Mais le mal qui rongeait Maxime était nourri par des décennies de ressentiments toxiques. Le 6e jour,
La situation atteignit un point de rupture critique. Une violente tempête s'abattit sur la région bordelaise, noyant le manoir sous des trombes d'eau furieuses. Les éclairs déchiraient le ciel sombre, illuminant brièvement l'immense bibliothèque où Alexandre avait convoqué Élise. Le père était à bout de nerfs, sa voix tremblait d'une fureur contenue alors qu'il accusait la jeune femme d'être une charlatane cruelle, jouant avec les dernières illusions d'un garçon condamné. Il la somma de faire ses valises et de disparaître le lendemain matin. Élise, le visage pâle mais le regard flamboyant, lui tintait avec une dignité farouche. Elle refusa de reculer. « Les jambes de votre fils sont intactes, » affirma-t-elle avec une autorité troublante. C'est son âme qui refuse obstinément de faire un pas de plus dans cette vie de souffrance. Il préfère l'immobilité à la trahison. Alexandre resta muet, frappé de plein fouet par la justesse cruelle de cette analyse. Il baissa les yeux, comprenant subitement sa propre part de responsabilité dans la détresse de son enfant. Élise quitta la bibliothèque en silence, sachant pertinemment que la nuit qui s'annonçait serait décisive. Elle n'avait plus le choix. Les méthodes douces avaient totalement échoué. La 7e nuit tomba comme un linceul lourd et orageux sur le domaine. Les grondements du tonnerre faisaient trembler les vitraux anciens du manoir. Élise entra dans la chambre de Maxime avec une détermination terrifiante. Elle savait ce qu'elle devait accomplir et elle en connaissait le prix exorbitant. Son don n'était pas un outil magique, c'était une connexion viscérale avec la souffrance d'autrui. Pour détruire les épines noires qui enserraient l'âme du jeune homme, elle allait devoir les arracher à main nue et les absorber dans sa propre chair. Elle s'approcha du lit, éteignit brutalement la lampe de chevet et s'assit près de lui dans l'obscurité zébrée par les éclairs. Maxime sentit le changement radical de l'atmosphère. Une peur instinctive le saisit à la gorge. Élise ne fit aucun geste lent ou rassurant. D'un mouvement sec, elle se hissa sur le matelas médicalisé et enlaça fermement le corps fragile du garçon. Maxime tenta de se débattre, poussant un cri d'effroi étouffé, mais l'étreinte de la guérisseuse était d'une force surnaturelle. Le garde de sécurité, rivé à son moniteur de surveillance, renversa sa tasse de café dans un mouvement de panique absolue. Le rituel ultime venait de commencer. Le transfert énergétique fut d'une violence insoutenable. En pressant son torse contre celui de Maxime, Élise ouvrit violemment tous ses canaux spirituels. Elle inspira profondément, aspirant les ténèbres froides et visqueuses qui paralysaient le garçon. La sensation fut celle d'un millier de lames de rasoir déchirant ses propres entrailles. Elle poussa un hurlement silencieux, ses yeux se révulsant sous l'effort titanesque. Maxime fut secoué par des spasmes violents, comme frappé par une décharge électrique continue. Dans son esprit, un barrage céda brusquement. Les souvenirs bloqués, les larmes refoulées, la haine purulente, tout remonta à la surface dans un geyser émotionnel dévastateur. Élise lui murmurait des paroles anciennes, des incantations oubliées apprises jadis dans les forêts d'Auvergne. Elle lui ordonnait de lâcher prise, de pardonner à sa mère pour se libérer lui-même. La douleur physique de la jeune femme atteignit un paroxysme insupportable. Elle sentait son propre don de guérison se consumer de l'intérieur, brûlant sur l'autel de ce sacrifice désespéré. La chambre entière fut subitement baignée dans une lueur stroboscopique terrifiante. Les appareils médicaux explosèrent dans une gerbe d'étincelles bleues, plongeant la pièce dans un chaos total. Dans le bureau de surveillance, les écrans de contrôle crépitèrent avant de s'éteindre définitivement dans un sifflement aigu. L'agent de sécurité, terrifié par l'explosion électrique, hurla dans son talkie-walkie pour alerter Alexandre. Le père dévala les immenses escaliers de marbre 4x4, le cœur au bord des lèvres, convaincu que le pire venait de se produire. L'odeur de l'ozone et du plastique fondu envahissait le long couloir menant à la chambre de son fils. Il se jeta sur les poignets en laiton et défonça la double porte d'un grand coup d'épaule. À l'intérieur, le spectacle qui s'offrait à lui dépassait tout entendement rationnel. La tempête grondait toujours au dehors, mais un silence sacré régnait dans la pièce dévastée. Sur le sol gisait le corps désarticulé et parfaitement immobile d'Élise. Elle était d'une pâleur cadavérique, ses lèvres légèrement blotties par l'effort surhumain qu'elle venait de fournir.
Mais l'attention du père fut immédiatement happée par une vision impossible. Tremblant de tous ses membres, agrippé d'une main crispée à la lourde colonne en bois de son lit majestueux, Maxime se tenait debout. Ses pieds nus touchaient le parquet froid. Des larmes silencieuses coulaient en abondance sur ses joues creuses. Le temps sembla suspendre son vol. Alexandre tomba lourdement à genoux, n'osant pas faire un geste de peur de briser cette fragile hallucination. Mais ce n'était pas un rêve. Maxime prit une inspiration saccadée et avança péniblement sa jambe droite. L'effort lui arracha une grimace de douleur, mais le membre répondit parfaitement à la commande de son cerveau affranchi. Le mur de glace psychologique avait complètement fondu, détruit par la décharge d'amour inconditionnel et de pardon prodigué par Élise. Le jeune homme se tourna vers son père, son regard pétillant d'une vie nouvelle et frénétique. « Papa, je sens le sol », murmura-t-il dans un sanglot libérateur. Alexandre éclata en sanglots, se précipitant pour enlacer ce fils qu'il croyait perdu à jamais. L'émotion était brute, sauvage, purificatrice, mais la joie immense fut rapidement assombrie par la gravité de la situation d'Élise. L'agent de sécurité fit irruption dans la pièce avec une trousse de premiers secours. Le pouls de la jeune femme était presque imperceptible, fuyant comme un filet d'eau dans le sable chaud. Les sirènes hurlantes du SAMU déchirèrent bientôt le vacarme de l'orage, annonçant une nouvelle course mortelle contre la montre. Élise resta plongée dans un coma profond pendant près de 5 longues semaines. Son corps épuisé combattait pour retrouver un équilibre précaire après le traumatisme énergétique majeur qu'elle avait enduré. Alexandre, rongé par une dette éternelle, avait mobilisé les meilleurs professeurs du pays pour veiller sur l'ange qui avait sauvé sa famille. Il passa des nuits entières dans la salle d'attente aseptisée, priant un Dieu auquel il ne croyait plus. Pendant ce temps, Maxime menait son propre combat. Sous la supervision exigeante de kinésithérapeutes spécialisés, il réapprenait les gestes les plus simples. L'atrophie musculaire était sévère, mais la volonté du garçon était désormais d'acier. Chaque pas douloureux qu'il faisait résonnait comme un hommage vivant au sacrifice d'Élise. Le père et le fils s'étaient rapprochés, liés par une nouvelle complicité née des cendres de leur passé tragique. Ils avaient enfin fait la paix avec le souvenir d'Isabelle. Le pardon était devenu le ciment de leur nouvelle existence. Un matin ensoleillé d'octobre, alors que les arbres de l'hôpital prenaient des teintes rousses et dorées, un médecin fit irruption dans la chambre de Maxime. Le visage fendu d'un sourire radieux, il annonça que les moniteurs cérébraux de la patiente montraient des signes de réveil. Lorsqu'Élise ouvrit enfin les yeux, la lumière automnale baignait sa chambre d'hôpital d'une douceur infinie. La première chose qu'elle aperçut fut le visage souriant de Maxime, assis dans un fauteuil roulant près de son lit. Il tenait fermement sa main droite. La jeune femme cligna des paupières, confuse, cherchant instinctivement à capter les auras environnantes, ces halos de couleurs qui avaient toujours guidé sa vie. Mais il n'y avait rien, seulement la vision claire et ordinaire d'une chambre d'hôpital standard. Elle palpa son propre corps mental et réalisa, avec une stupeur mêlée d'un immense soulagement, que le feu divin qui l'habitait depuis l'enfance s'était totalement éteint. Son don inestimable, cette source inépuisable de miracles et de tragédies, avait été entièrement consumé pour détruire les ténèbres de Maxime. Elle était désormais une femme normale, vulnérable et incroyablement libre. Elle n'aurait plus à porter la misère du monde sur ses frêles épaules. Maxime remarqua son trouble et serra sa main avec une tendresse émouvante. « Tu as tout donné pour moi, Élise, » murmura-t-il, les yeux brillants de larmes contenues. « Maintenant, c'est à nous de prendre soin de toi. » Un faible sourire illumina le visage fatigué de l'ancienne guérisseuse. La boucle était définitivement bouclée. La lumière mystique qui a jadis consumé la chambre de Maxime a définitivement dissipé les ténèbres d'un passé cruel. Élise a offert l'essence même de son être pour réparer une âme brisée, acceptant de perdre son don prodigieux pour gagner, enfin, le droit à une vie normale et apaisée. Le lourd silence du manoir de la famille Montfort a été remplacé par des rires sincères et des pas confiants résonnant sur le parquet en chêne. Maxime marche vers un avenir prometteur avec une immense gratitude. Épaulé par son père aimant
et par la femme héroïque qui l'a ramenée à la vie. Parfois, le plus grand des miracles n'est pas de tordre les lois de la nature humaine, mais simplement d'accepter d'aimer, de sacrifier une part de soi et de pardonner. Merci d'avoir écouté cette histoire incroyable jusqu'à la toute fin. Si ce récit intense vous a touché au cœur, n'hésitez surtout pas à aimer la vidéo, à vous abonner massivement à la chaîne et à laisser un commentaire. Que feriez-vous si vous aviez le pouvoir absolu de sauver une vie, mais au prix de votre propre identité? Partagez vite votre opinion avec nous dans l'espace commentaire.